En pleine nuit de Noël, sous un blizzard aveuglant, je suis rentrée sans prévenir et me suis figée en voyant ma fille recroquevillée sur le porche, son chemisier fin trempé, ses lèvres violettes de froid, le regard vide perdu dans la neige. Juste derrière la vitre, sa belle famille levait ses verres, riant autour de la cheminée, la musique de Noël résonnant comme une insulte. Je me suis précipitée, les prise dans mes bras, les serrée de mes mains tremblantes et n'ai prononcé que 6 mots, suffisants pour glacer toute la maison. Je m'appelle Hélène Dubois, j'ai 67 ans, une femme française qui a passé la plus grande partie de sa vie dans les arts martiaux, à enseigner le taekwondo et à être mère. Je croyais que la douleur la plus vive était celle d'une chute sur le tatami. Ce n'était pas le cas. Le froid de ce porche et ce que j'ai vu cette nuit-là ont brisé mon cœur plus violemment que n'importe quel coup que j'ai jamais reçu. J'étais revenue à Annecy après des mois d'absence, après des voyages incessants à Marseille et pour des tournois nationaux. Je pensais avoir préparé la surprise parfaite. Débarquer chez ma fille le soir de Noël, la serrer dans mes bras, m'asseoir près du sapin illuminé, partager un simple repas mère-fille. J'imaginais le sourire de Chloé, celui qui suffisait à effacer mes plus longues journées. Au lieu de ça, je l'ai trouvée comme une feuille flétrie dans un vent d'hiver, abandonnée comme si elle n'avait aucune valeur. La maison des Lefebvre brillait de 1000 feux. À travers la fenêtre, je voyais une table de fête chargée de victuailles, une dinde au marron doré, un plat de gratin dauphinois scintillant sous les lumières, du vin rouge luisant dans des verres en cristal. J'entendais Evelyne, la mère de mon gendre, rire bruyamment et je voyais Julien, mon gendre, en chemise blanche, lever son verre avec arrogance. La cheminée crépitait. La musique de fête s'échappait par les fenêtres. La maison respirait la chaleur des fêtes. Mais dehors, sur ce même porche, ma fille tremblait de manière incontrôlable, repliée sur elle-même comme un petit oiseau battu par une tempête de neige. J'ai traversé la neige à grandes enjambées, mes bottes s'enfonçant profondément, mon cœur battant à tout rompre. « Chloé !» ai-je appelé doucement, mais le vent qui sifflait sous les combles semblait avaler ma voix. Je me suis agenouillée, j'ai drapé ma veste de coach encore humide du long voyage sur ses épaules. Elle a levé la tête, les yeux rouges, ses lèvres bleues formant un seul mot, « Maman ». Puis elle s'est effondrée contre moi, son corps si froid que j'ai craint que sa respiration ne s'arrête à tout moment. Je l'ai tenue fermement alors qu'une vague de colère montait en moi, impossible à contenir. Ma fille, ma propre chair, mon sang, élevé dans des rêves simples d'un foyer chaleureux, était traité comme un déchet. À l'intérieur, il trinquait, prétendant que sa souffrance n'existait pas. Ce contraste m'a frappé de plein fouet, embrasant chaque cellule de mon être. J'ai développé une rage froide et déterminée, une énergie qui allait me porter bien au-delà de cette nuit glaciale. Je me suis relevée et j'ai soulevé Chloé. Elle semblait frêle, sans poids, comme si un coup de vent pouvait l'emporter. Je me suis dirigée droit vers la porte d'entrée, mes bottes martelant les planches du porche. À chaque pas, mon sang bouillait, mes yeux fixés sur le seuil lumineux. Je me fichais de leur pouvoir ou de ce qu'ils pensaient de moi. Je ne savais qu'une chose, je ne les laisserais pas abandonner ma fille une fois de plus. Cette marche à travers la neige, portant le corps frissonnant de ma fille, fut la plus longue de ma vie, chaque mètre semblant me séparer un peu plus de la femme que j'avais été pour me transformer en la combattante que je devais devenir. La porte s'est ouverte, révélant Evelyne avec un verre de vin à moitié vide, ses lèvres peintes d'un rouge vif. Son regard s'est glacé en voyant Chloé dans mes bras. La musique jouait toujours, les conversations continuaient depuis la table, mais l'air entre nous est devenu lourd. J'ai ravalé ma rage et j'ai fixé Evelyne dans les yeux, puis j'ai baissé mon regard vers Julien, qui arrivait derrière sa mère. 100 choses que je voulais dire se bousculaient dans ma tête, 1000 mots que je voulais hurler, mais ils se sont condensés en exactement 6. 6 mots que je n'aurais jamais pensé prononcer un soir de Noël. 6 mots qui ont fait taire la maison des Lefebvre, laissant les chants de Noël suspendus dans leur gorge. Personne dans ce salon ne s'attendait à ce que moi, la femme qu'ils avaient toujours traitée comme une étrangère, j'appelle la vérité par son nom. Les visages rougis par le vin se sont figés. Evelyne a forcé un sourire mielleux, Julien a froncé les sourcils, et les autres ont détourné le regard pour éviter mes yeux. Mais je n'étais plus la douce Hélène qui restait sur la touche. Je sentais mes bras se resserrer autour de Chloé, sa poitrine tremblant encore de respiration ténue. J'ai su à cet instant que le combat de ma vie venait de commencer, un combat qui ne se gagnerait pas sur un tatami, mais dans les couloirs froids de la justice et de l'opinion publique, et je me suis juré que je ne le perdrais pas, pour elle. J'ai emporté Chloé hors de cette maison lumineuse, chaque pas lourd s'enfonçant dans la neige. Derrière nous, les verres ont de nouveau teinté et les rires des Lefebvre ont repris de plus belle, comme si je n'avais jamais glacé leurs pièces. Personne n'a suivi. Pas d'explication. Aucune main ne s'est tendue pour nous arrêter. Ils m'ont laissé emporter ma fille comme si elle était un objet cassé. Dehors, le vent hurlait si froid qu'il semblait que mon propre souffle se transformait en glace. Pourtant, je sentais les faibles respirations de Chloé contre mon cou.
Son corps était léger, frissonnant comme une feuille d'hiver sur le point de tomber. Je l'ai serrée plus fort contre moi, la protégeant avec tout ce que j'avais. À l'intérieur de moi, un feu lent s'est allumé, assez chaud pour faire fondre chaque plaque de glace qui recouvrait Annecy ce soir de Noël. Un taxi attendait au bout de la rue vide. J'ai ouvert la portière, installé Chloé sur la banquette arrière, enroulé un autre manteau autour d'elle et dit au chauffeur de nous emmener directement à mon petit appartement. Pendant tout le trajet, je suis restée silencieuse, les yeux fixés sur son visage. Ses cheveux étaient emmêlés, collés à ses tempes moites. Ses yeux étaient fermés, ses cils humides. Je lui ai caressé la main, cette même main douce qui s'agrippait à la mienne quand elle apprenait à marcher. Maintenant, elle était froide, tremblante, trop faible pour me serrer en retour. Le chauffeur jetait des regards furtifs dans le rétroviseur. Il devait ressentir la même indignation sourde que moi. Mais il est resté silencieux et a appuyé sur l'accélérateur, fendant le blizzard. Les étrangers craignent de toucher au chagrin des autres. Moi, je n'avais plus le droit d'avoir peur. Les questions tournaient en boucle dans ma tête. Depuis combien de temps subissait-elle cela? Combien de fois l'avait-il jetée dans le froid sans que j'en aie la moindre idée? Je me sentais comme une ratée. Mon cœur se sentait fissuré. Toutes ces années à courir les tournois, à entraîner des équipes, à compter les médailles. Je me disais que je donnais l'exemple à ma fille, mais qui essuyait ses larmes dans le noir? Le taxi s'est arrêté devant le vieil immeuble où je vis seule depuis des années. J'ai aidé Chloé à entrer et à s'allonger sur le petit lit. Je lui ai enlevé ses chaussures, déroulé mon écharpe, et les bordé avec d'épaisses couvertures. Dans la cuisine, j'ai fait bouillir de l'eau, préparé un chocolat chaud et me suis assise près de son lit, attendant qu'elle se réveille. L'odeur sucrée a rempli la pièce, mais Chloé n'a pas ouvert les yeux. Elle a bougé, ses lèvres tremblant, murmurant quelque chose que je n'ai pas pu saisir. Je me suis penchée et j'ai entendu quelques mots brisés. « Je suis désolée, maman. » Ma poitrine s'est serrée. Ma fille, rejetée, brisée physiquement et moralement, pensait encore qu'elle m'avait déçue. J'ai porté sa main à ma joue, les larmes me brûlant. « Non, Chloé, ce n'est pas ta faute. » Ça ne l'a jamais été, ai-je dit à peine plus fort qu'un murmure, mais chaque mot semblait gravé dans l'air. Quand elle est retombée dans un sommeil agité, je suis restée là à la regarder. Les souvenirs ont afflué. Enfant, elle courait autour du sapin de Noël, les chaussures poudrées de farine à biscuits, la bouche barbouillée de bonbons. Elle illuminait notre maison les soirs d'hiver. Elle a grandi, douce, rêvant d'un foyer simple et chaleureux. J'ai cru un temps que Julien lui apporterait cela. Je savais maintenant que cette croyance avait été une amère erreur. Je suis restée éveillée toute la nuit, les lumières de la rue se reflétant sur la fenêtre givrée. La colère continuait de monter, mais je ne la laisserai pas exploser. Je l'ai enfouie profondément et l'ai transformée en une flamme silencieuse. Si je la laissais s'embraser d'un coup, elle s'éteindrait vite. Je devais l'entretenir, la nourrir jusqu'à ce que je puisse l'utiliser pour réduire en cendres le mur que les Lefebvre avaient construit. Près de l'aube, Chloé a remué, les yeux mi-clos, confuse. « Maman, tu ne vas pas me laisser, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix si faible qu'elle semblait avoir peur d'elle-même. Je me suis penchée et je l'ai prise dans mes bras. « Non, ma chérie, je suis là. Je ne vais nulle part, et je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Son souffle frissonna contre mon oreille, comme si elle n'osait pas y croire. Mais je savais que c'était une promesse que je tiendrais avec tout ce qui me restait. Quand elle s'est rendormie, je suis allée dans la cuisine et j'ai sorti une pile de papiers d'un vieux tiroir. Des relevés bancaires, des années d'argent que j'avais envoyés pour les aider tous les deux. J'ai organisé chaque page, aussi méticuleusement que si je me préparais pour un match de championnat. Je me souvenais des appels où sa voix tremblait, demandant de l'argent pour réparer le toit ou acheter des produits de première nécessité. Je n'ai jamais posé de questions. J'envoyais simplement. Maintenant, ces papiers sans importance allaient devenir des preuves. La preuve que j'avais toujours été là, et que Chloé n'avait jamais été une profiteuse, peu importe ce que les Lefebvre prétendaient. Mes mains tremblaient, mais mes yeux étaient vifs. Je ne pouvais pas me frayer un chemin à coups de poing à travers cette injustice comme je le faisais quand j'étais jeune. Ce combat ne se déroulait pas sur un plancher en bois. Il se jouait dans le droit, dans l'opinion publique et dans l'esprit. Je devais être rusée, stable. Je porterais cette colère dans ma poitrine, sans la laisser m'emporter, et je la transformerais en un bouclier pour ma fille. Lorsque la lumière du jour a percé à travers la fenêtre, Chloé dormait encore, le visage pâle mais un peu plus calme. J'ai versé une tasse de chocolat frais, l'ai posée sur la table de chevet pour que la chaleur l'accueille à son réveil. Puis je me suis assise et j'ai fermé les yeux un instant. Jamais de ma vie le chemin à parcourir n'avait semblé si clair. Je savais que ce Noël ne serait pas la fête douillette que les autres appréciaient.
pour nous, c'était le début d'une guerre que je ne pouvais pas me permettre de perdre. Le lendemain matin, Annecy s'est réveillée sous une brume grise et une épaisse couverture de neige. J'ai enfilé un long manteau et une écharpe en laine et je suis sortie discrètement pendant que Chloé dormait encore, son visage pâle mais plus paisible. J'avais besoin de faire des courses et de calmer mon esprit. La rue était silencieuse, seul le raclement des chasse-neige rythmait la matinée. J'ai rentré mon menton dans mon col et je marchais quand un bref coup de sirène a retenti au bout de la rue. Une voiture de police s'est arrêtée à l'intersection. La fenêtre s'est baissée et un officier en uniforme est sorti. Cheveux bruns courts, grand et solide, une démarche décidée. J'ai eu un temps d'arrêt et j'ai laissé échapper « Marc ». Il s'est retourné, les yeux brillants sous sa casquette, surpris puis souriant. « Madame Dubois, mon Dieu, ça fait combien de temps ?» J'ai souri aussi, bien que mon sourire soit crispé par l'émotion. Fini le gamin de 15 ans du club de taekwondo, trempé de sueur avec le feu dans les yeux. Marc Fournier était maintenant un policier municipal avec une radio à l'épaule et un ceinturon plein d'équipements. Nous nous sommes arrêtés au coin de la rue, la neige tourbillonnant autour de nous. Marc a retiré un gant et m'a serré la main. Toujours cette poigne ferme dont je me souvenais. « Quand êtes-vous rentré à Annecy ?» a-t-il demandé, le regard chaleureux mais inquiet. J'ai soupiré, fixant la rue. « Hier soir. Et j'aurais aimé venir plus tôt. » Je n'avais pas l'intention de cacher quoi que ce soit. C'était peut-être ses yeux, toujours aussi honnêtes, comme si les années n'avaient rien changé, qui m'ont poussé à tout lui raconter. Je lui ai brièvement décrit la scène chez les Lefebvre. Chloé grelottant dans la neige, pendant que la famille faisait la fête à l'intérieur. Ma voix était rauque. Mes mains étaient encore aussi froides que lorsque je l'avais portée. Marc a écouté en silence, son visage se durcissant, ses yeux s'assombrissant, son poing se serrant à son côté. Quand j'ai eu fini, il a parlé lentement. Je vous crois. J'ai entendu des choses sur les Lefebvre, mais je ne pensais pas qu'ils étaient aussi cruels. Je l'ai regardé, la douleur et l'espoir se mélangeant en moi. Que veux-tu dire ? Entendu des choses. Il a jeté un regard autour de lui et a baissé la voix. Ils sont riches et ont des relations. Le père de Julien, Hervé, était juge. J'ai vu une fois une affaire de circulation, des preuves évidentes que le fils Lefebvre était en faute, mais le dossier a disparu du jour au lendemain. La victime a dû se taire. Tout le monde dans le système sait que vous aurez des ennuis si vous vous mettez en travers de leur chemin. Un frisson m'a parcouru l'échine, non pas à cause du vent, mais de la vérité brutale. Alors, si je porte ça devant les tribunaux, ils essaieront d'étouffer l'affaire, ai-je demandé. Marc a hoché la tête, le regard ferme. Il pourrait, mais Madame Dubois, vous n'êtes pas seule. Je les ai vus user de leur influence trop de fois. Si vous insistez, je témoignerai. C'était comme si une lumière s'était allumée dans l'obscurité. Je l'ai dévisagé, mon ancien élève, s'inclinant avant un combat, se tenant maintenant avec un courage que je n'avais vu chez personne d'autre. J'ai eu la gorge nouée. Marc, ma fille est épuisée. Elle ne croit plus en la justice. Mais moi, je ne peux pas rester là à les regarder la détruire. Si tu nous aides, je te serai redevable à vie. Il a souri faiblement, la détermination brillant dans ses yeux. Je vous dois plus que vous ne le pensez. Vous m'avez appris la discipline et le cran. C'est à mon tour de me tenir à vos côtés. Nous sommes restés silencieux quelques secondes, les cloches d'une église résonnant au loin. Mes mains tremblaient, non pas de froid, mais parce que pour la première fois depuis des années, je sentais que j'avais un allié. Mais vous devez être prête, a dit Marc, la voix plus basse. Ils ne resteront pas les bras croisés. Plus vous vous approcherez de la vérité, plus ils frapperont fort. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rencontré son regard. Je suis entrée dans cette maison et je les ai vus laisser ma fille gelée sur le porche. Rien ne me fera reculer maintenant. Marc a hoché la tête, puis a sorti une carte de sa poche, son numéro direct y était imprimé. Appelez-moi quand vous en aurez besoin. Jour et nuit, je serai là. J'ai pris la carte et l'ai serrée dans ma paume, comme si je tenais une nouvelle arme. Alors que nous nous disions au revoir, il est monté dans sa voiture, mais avant de fermer la porte, il m'a regardé, les yeux fermes. Madame Dubois, il se croit intouchable. Mais je crois que cette fois, il sent son prix à la mauvaise personne. La voiture s'est éloignée, me laissant debout sur la rue enneigée, le cœur battant la chamade. Les mots de Marc résonnaient dans ma tête. Je savais que la route à venir était semée d'embûches. Mais maintenant, je n'étais plus seule. Je suis retournée à l'appartement, j'ai ouvert la porte doucement pour ne pas réveiller Chloé. Elle était toujours là, respirant plus régulièrement, son visage moins tendu. Je me suis assise près du lit,
j'ai pris la main de ma fille et murmuré une promesse. Tu n'es plus seule maintenant, Chloé. J'ai un allié, et je vais te sortir de cette obscurité. Les doigts de Chloé se sont légèrement recourbés, comme si elle pouvait sentir ma promesse. J'ai souri à travers mes larmes, sachant que le feu silencieux en moi avait maintenant plus de combustible pour brûler plus fort. La présence de Marc était un baume inattendu, une confirmation que la droiture et le courage existaient encore, même face à une injustice si profondément enracinée. Ce soir-là, alors que je triais de vieux papiers bancaires à la table de la cuisine, le vent sifflant sous la porte du couloir m'a fait sursauter. Annecy était toujours prisonnière de l'hiver, la neige tombant sans discontinuer, des plaques de glace s'accrochant aux fenêtres. Chloé dormait, sa respiration régulière, toujours faible, mais elle ne tremblait plus comme la veille. J'étais assise sous la faible lumière jaune, un marqueur à la main, surlignant chaque virement, chaque facture. Soudain, un bruit doux à la porte. J'ai frissonné, je me suis levée et je me suis approchée. Dans la lumière du couloir, une épaisse enveloppe gisait tranquillement sur le seuil, comme si quelqu'un l'avait glissée et s'était enfui. J'ai ouvert la porte et j'ai regardé autour de moi. Le corridor s'étendait, vide, seul le vent hurlait près de la fenêtre lointaine. Pas une âme. J'ai ramassé l'enveloppe, le cœur battant. Le papier était légèrement humide, le coin inférieur mouillé par la neige fondue. Je l'ai rentrée, je me suis assise et je l'ai ouverte. À l'intérieur, une note pliée, une écriture désordonnée, de l'encre bavée, mais la ligne était claire. Restez en dehors des affaires de la famille Lefebvre. Sinon, vous finirez exactement comme votre fille. Je suis restée immobile. Ma main a écrasé le papier sans réfléchir. Les veines de mes tempes battaient. Pendant un instant, j'ai entendu mon cœur cogner contre mes côtes, fort et rapide comme un tambour de guerre. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis ressaisie. Je ne laisserai pas la peur prendre le dessus. Ce n'était pas ma première menace, mais c'était la première visant ma fille avec une telle méchanceté. J'ai jeté un coup d'œil à la chambre où dormait Chloé, ses petites épaules se soulevant et s'abaissant sous la couverture, pensant à toutes les humiliations qu'elle avait endurées, et maintenant cette ombre au-dessus d'elle a allumé ma colère comme une mèche. J'ai chiffonné la note et l'ai jetée à la poubelle. Le bruit sourd a brisé le silence de la cuisine. Je n'avais pas peur. J'avais l'esprit clair. La menace ne faisait que me rendre plus déterminée. Si je faiblissais ou si je gardais le silence, Chloé continuerait d'être leur victime. Je suis retournée à la table, rassemblant soigneusement chaque document, les plaçant dans une pochette en plastique transparente. Les relevés bancaires avec mon nom et celui de Chloé. Les virements mensuels que j'envoyais, mes notes manuscrites, achète des provisions supplémentaires, assure-toi de manger, ou répare le toit avant l'hiver. Maintenant, il serait des preuves. La preuve que j'étais présente, que j'aidais, et que Julien et sa famille avaient tout déformé pour en faire un fardeau qu'ils avaient épinglé sur Chloé. En regardant l'épais dossier, les souvenirs ont afflué. Je me suis souvenue de Chloé sanglotant au téléphone, disant que Julien lui avait dit « Ne gaspille pas d'argent ». Je me suis souvenue d'avoir envoyé de l'argent pour un nouveau radiateur. Et puis elle a avoué que Julien l'avait pris pour offrir un cadeau à sa mère. Plus j'y pensais, plus la douleur était vive, mais plus ma détermination se durcissait. Je savais que je ne pouvais pas me battre seule. J'ai pris mon téléphone, j'ai hésité, puis j'ai composé le numéro de Jacques, l'avocat plus âgé que j'avais connu il y a des années à l'époque de ma fédération de taekwondo. Sa voix rude et familière a retenti. « Hélène, ça fait un bail. Que se passe-t-il » Je suis restée brève, retenant ma colère, même si chaque mot tremblait. Jacques est resté silencieux un long moment, puis a dit sèchement « Je comprends, mais vous devez savoir que cet adversaire n'est pas simple. Les Lefebvre ont de l'argent et des relations. Ils vont riposter durement. Je suis prête pour ça, Jacques. Je n'ai pas peur pour moi. J'ai peur que Chloé s'effondre avant que la justice ne la trouve. » De l'autre côté, j'ai entendu un lourd soupir. Puis il a dit « Je vais examiner le dossier, mais il vous faudra plus de témoins. Vous seul ne suffirez pas. » J'ai immédiatement pensé à Marc. Il avait promis de se tenir à mes côtés. Cette pensée m'a calmée. Peut-être que cette fois, je ne suis pas complètement seule. Après l'appel, je suis allée dans le salon et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer l'air froid. Le froid m'a éclairci les idées. Je suis restée là, à regarder les lumières des autres appartements, à écouter les rires lointains des enfants. Une partie de moi souffrait, pensant que Chloé avait un jour rêvé de quelque chose d'aussi simple. Une maison remplie des rires d'un enfant. 4 fausses couches et une belle famille cruelle lui avaient volé ce rêve. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une longue inspiration. Ce soir, dans ce petit appartement, j'ai choisi ma voie. Peu importe le nombre d'enveloppes qui arriveraient, je ne reculerai pas.
Je suis retournée à la table, j'ai sorti un vieux carnet, je l'ai ouvert à la première page et j'ai écrit « 26 décembre, le combat commence ». J'ai listé ce qui devait être fait. 1. Rassembler tous les dossiers financiers. 2. Collecter les dossiers médicaux de Chloé. 3. Enregistrer la déclaration de Chloé quand elle sera assez forte. 4. Contacter Marc pour confirmer qu'il témoignera. 5. Se préparer pour les médias si l'affaire devient publique. Chaque ligne était nette et claire, comme un plan de bataille. Je me sentais comme la coach que j'étais, celle qui apprenait aux enfants à ne jamais abandonner sur le tapis. L'arène avait changé, mais les règles n'avaient pas changé. La nuit s'estompait. Dans la cuisine, seule l'horloge murale faisait tic-tac. J'ai rangé les papiers, éteint la lumière et je suis retournée dans la chambre. Chloé dormait toujours, une main hors de la couverture, pâle et mince. Je l'ai tenue doucement et j'ai murmuré « Dors, ma chérie. Je suis prête. » Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant la ville d'un blanc froid. À l'intérieur de moi, un feu s'élevait plus fort que jamais. Le lendemain matin, Chloé s'est réveillée sous une faible lumière du soleil filtrant à travers les stores. J'étais déjà au bord du lit, lui tenant la main. Elle a ouvert les yeux, m'a jeté un regard, puis s'est tournée vers le mur comme si elle avait peur de croiser le regard de sa propre mère. Je lui ai caressé le dos et j'ai adouci ma voix. « Tu n'as plus besoin de te cacher de moi. Je sais. » Chloé a tremblé, puis a éclaté en sanglots. Toutes ses larmes refoulées ont trempé l'oreiller. Elle a parlé par bribes, la voix rauque. « Maman, j'ai perdu 4. Bébé. À chaque fois. » Chaque fois que les saignements commençaient, je me serrais le ventre et je hurlais dans la salle de bain. Julien se tenait dehors, mais il n'est jamais entré. Et sa mère, elle secouait juste la tête en disant que j'étais une honte pour leur famille. Je l'ai prise dans mes bras, sentant mon cœur se déchirer. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé? Pourquoi as-tu traversé ça toute seule? Chloé a esquissé un sourire tordu et larmoyant. Je t'ai appelé, mais tu étais toujours en voyage pour l'entraînement et je ne voulais pas te déranger. Je pensais que j'étais peut-être juste faible, pas comme les autres femmes. J'ai secoué la tête, les larmes coulant. Non, Chloé, tu n'as jamais été faible. Ils ont été cruels. Elle a continué, sa voix tombant à un murmure comme le vent dans une fissure. Après la 3e fausse couche, j'ai commencé à me sentir sans valeur. Julien a cessé de me regarder, de me toucher. Il est devenu froid, rentrant tard, partant tôt. Je cuisinais et personne ne mangeait. Evelyne n'arrêtait pas de me piquer. Une femme qui ne peut pas avoir d'enfant est comme un arbre mort. Ça fait tellement mal, maman. Je ne savais pas à qui le dire. Chaque mot me transperçait. Je me suis souvenu des appels tardifs, de ses sanglots étouffés, et de moi me disant que ça passerait. Je m'étais menti à moi-même pour pouvoir dormir. Je l'ai serré plus fort et lui ai murmuré à l'oreille. Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt, mais à partir de maintenant, tu ne seras plus seule. Chloé a pressé son visage contre mon épaule, tremblante. Je pouvais sentir l'odeur du shampoing bon marché dans ses cheveux, le parfum de la tristesse. Je voulais tout lui enlever, le porter à sa place. Certaines blessures, seul le temps et l'amour peuvent les guérir. Lorsqu'elle s'est enfin calmée, je me suis assise seule dans le salon, regardant les photos sur le mur. La petite Chloé, cheveux dorés, sourire éclatant, yeux bleus clairs. Elle courait autrefois dans le club de taekwondo, m'encourageant. Quand elle avait 6 ans, elle a couru dans mes bras en criant « Tu es mon super-héros, maman ». Et maintenant, ce super-héros était une femme de 67 ans assise, impuissante, face à la douleur de sa fille. Les larmes coulaient sur mon visage. Mais dans ce flot de souvenirs, j'ai vu quelque chose de nouveau. Chaque fois que Chloé tombait, elle me donnait de la force. Chaque larme était une impulsion. Je ne pouvais pas échouer. Cette nuit-là, après qu'elle se soit endormie, j'ai de nouveau parcouru la pile de documents. Chaque reçu était une preuve d'amour piétiné. Je me suis souvenu avoir envoyé 5 000 € pour réparer le toit, de l'argent qui s'était volatilisé. Je me suis souvenu avoir envoyé 1 000 € pour des vitamines après une fausse couche, pour apprendre que Julien les avait utilisées pour organiser la fête d'anniversaire de sa sœur. J'ai ajouté des notes dans mon carnet. Tous les fonds de soutien détournés. Besoin de confirmation bancaire. Je l'ai refermé et j'ai regardé par la fenêtre. La nuit était encore sombre, le vent hurlait toujours, mais pour la première fois, j'y voyais clair. Les souvenirs douloureux de Chloé deviendraient mon arme. Je savais que certains douteraient de nous. Un tribunal pourrait rejeter des preuves. Un avocat pourrait déformer les faits. Mais personne ne pourrait nier les larmes de ma fille. Et si la loi nous tournait le dos, je me tournerais vers le public,
vers les cœurs qui ressentaient encore. À ce moment-là, je me suis revue sur le tatami, les jambes bien ancrées, les yeux concentrés, respirant fort mais régulièrement. La différence, maintenant, était simple. Il n'y avait pas d'arbitre juste et l'adversaire ne jouait pas selon les règles. Je suis retournée dans la chambre et j'ai remonté la couverture sur Chloé. Elle dormait, les joues encore humides, les cils frémissants. Je me suis promis que ces souvenirs de larmes seraient plus que du chagrin. Ils seraient la raison pour laquelle je me battrais jusqu'au bout. Le parcours serait long et ardu, mais la clarté de ma mission m'emplissait d'une détermination de fer. J'allais transformer chaque once de sa douleur en une pierre pour construire sa libération, et la leur en une arme pour démanteler leur forteresse de mensonges. La mère en moi était en deuil, mais la combattante venait de se réveiller. La date du procès est arrivée plus vite que je ne l'avais prévu. Annecy était figée au début du mois de janvier, un vent froid sifflant devant les hautes fenêtres du palais de justice. Je tenais la main de Chloé alors que nous entrions dans le hall. Sa main était glaciale et tremblait comme si elle allait tomber si je la lâchais. J'ai murmuré, « Tu n'es pas seule. Je suis là. » Elle a hoché faiblement la tête, les yeux cernés par trop de nuits blanches. Dans ce regard, j'ai vu plus que de l'épuisement. J'ai vu un désespoir silencieux. Elle qui brillait autrefois. Maintenant, elle n'était qu'une ombre, me suivant dans la peur. De l'autre côté de l'allée, les Lefebvre étaient déjà là. Julien, en costume gris et cravate serrée, débordant de confiance. Il était assis à côté de son père, Hervé, visage calme, regard froid d'un homme habitué au pouvoir. Évelyne, rouge à lèvres carmin, assise droite, les mains gantées scintillant de bagues. Amélie, la sœur de Julien, se penchait pour murmurer, un sourire moqueur se dessinant sur ses lèvres alors qu'il nous regardait. J'ai guidé Chloé vers le banc des plaignants. Jacques se tenait à nos côtés, réarrangeant un épais dossier, les yeux fermes mais les épaules tendues. Il s'est penché et a murmuré, « Ne vous inquiétez pas, je vais tout exposer. Ce qui compte, c'est que Chloé reste calme. » J'ai hoché la tête et j'ai serré la main de ma fille. Elle a inspiré lentement et a baissé la tête pour éviter leur regard. Le procès a commencé. Le juge, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants bien coiffés et au visage sévère, est entré. Il a lu les formalités, la voix plate et froide. Jacques s'est levé et a commencé. Il a présenté les preuves, les relevés bancaires de l'argent que j'avais envoyés pour soutenir Chloé, les dossiers médicaux des 4 fausses couches et le diagnostic de dépression du médecin. Il a terminé fermement. Ceci est un cas grave d'abus émotionnel. Le défendeur et sa famille ont humilié, isolé et négligé à plusieurs reprises la plaignante alors qu'elle était en mauvaise santé, provoquant un grave effondrement psychologique. J'ai regardé Chloé. Ses yeux étaient rouges, mais je savais que chaque mot que Jacques prononçait était la vérité qu'elle avait vécue jour après jour. Puis ce fut leur tour. Un jeune avocat en costume noir aux cheveux gominés s'est levé. Sa voix était tranchante. La plaignante, mademoiselle Chloé Dubois, n'a pas été abusée. Les symptômes présentés sont des exagérations de la part de quelqu'un qui cherche à se soustraire à ses responsabilités. La famille Lefebvre a fourni un logement, des soins et un soutien financier. Elle n'a rien apporté au foyer et a manqué à ses devoirs d'épouse. Chaque mot tombait comme un marteau. J'ai vu la main de Chloé se crisper sur sa jupe, son corps se recroquevillant. J'ai serré les dents, me retenant de sauter sur le champ. Ils ont fait venir un témoin, Martha, l'ancienne femme de ménage de la famille. Elle s'est approchée de la barre, les yeux évitant les nôtres. Mademoiselle Chloé s'enfermait souvent dans sa chambre toute la journée. Je faisais la plupart de la cuisine et du ménage. Elle se plaignait toujours d'être malade, mais je n'ai jamais vu de quelle maladie il s'agissait. Je me suis levée d'un bond, la voix tendue de colère. « Vous mentez. Chloé préparait chaque repas et cuisinait les tartes que votre famille dégustait. » Le juge a frappé avec son marteau, la voix ferme. « Madame Dubois, veuillez maintenir l'ordre. Sinon, je devrais vous demander de quitter la salle. » J'ai pris une profonde inspiration, tremblante de fureur, mais je me suis assise. J'ai jeté un coup d'œil à Hervé et j'ai surpris le coin de sa bouche se soulever dans un sourire froid. Clairement, cela avait été arrangé. Jacques est resté calme et est passé à la preuve audio. C'était l'enregistrement que Marc avait secrètement fait la veille de Noël. Les moqueries d'Evelyne, inutiles, arbre mort. La voix amère de Julien traitant Chloé de « faussaire professionnel ». Quand le son a rempli la salle d'audience, un silence de mort s'est installé. J'ai vu Chloé trembler alors que les larmes coulaient sur ses joues, mais la partie adverse a immédiatement bondi. Objection. Cet enregistrement a été fait sans consentement, en violation de la vie privée. Il est illégal et irrecevable. Le juge a froncé les sourcils et a frappé avec son marteau.
Objection retenue. L'enregistrement est exclu du dossier. Mon cœur a chuté comme une pierre. J'ai regardé Jacques, sa main se resserrant sur sa mallette, la mâchoire serrée. La salle bourdonnait de chuchotements. J'ai jeté un coup d'œil au banc des Lefebvre et j'ai croisé le regard triomphant de Julien. Il s'est adossé, les bras croisés avec un demi-sourire. Evelyne s'est tournée pour murmurer à Amélie, toutes deux souriant narquoisement comme si elles venaient d'être libérées. J'ai senti une chaleur monter à mon visage. Toutes ces preuves, toute cette vérité, rejetée d'un revers de main avec une excuse sèche, irrecevable. Je voulais crier, arracher ce masque de fausse justice. Puis j'ai regardé Chloé. Elle était assise, immobile, les épaules secouées de sanglots. Si je perdais le contrôle, elle s'effondrerait aussi. J'ai serré les dents et j'ai tout ravalé. L'audience s'est éternisée. Leurs arguments et leurs rapports fabriqués ont transformé Chloé de victime en profiteuse. Chaque phrase était du sel jeté sur une plaie, mais j'ai compris que ce n'était que le premier round d'un long combat. Quand le premier jour s'est terminé, j'ai fait sortir Chloé. Le ciel de fin d'après-midi était gris, la neige tombant régulièrement. Elle marchait à côté de moi, les pas lourds, les yeux baissés comme si elle avait perdu la foi. Je lui ai serré l'épaule et me suis penché pour lui murmurer « N'aie pas peur, Chloé. Même si le tribunal nous tourne le dos, même s'il déforme la vérité, je ne te laisserai pas tomber. » Elle a levé les yeux, plein de larmes, comme un enfant perdu ayant besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. Pendant un instant, je me suis senti de nouveau son super-héros. Et j'ai juré que, peu importe le nombre de failles dans ce système, je trouverai un moyen de traîner la vérité au grand jour. Les jours qui ont suivi ont semblé être un cauchemar qui se répétait. Chaque matin, en entrant dans ce palais de justice, j'avais l'impression de pénétrer dans une arène glaciale où la vérité était tordue et les mensonges servis. Chloé était assise à côté de moi, les yeux creusés, les mains gelées. Je lui tenais la main fermement, essayant de lui transmettre la chaleur qui me restait. Le jour du jugement est arrivé. La salle d'audience était bondée. L'air était si lourd qu'il était difficile de respirer. Julien était assis droit, suffisant, comme si la victoire était certaine. Evelyne a arrangé ses cheveux et m'a lancé un regard dédaigneux. Amélie a gloussé doucement, chuchotant à ses deux enfants derrière elle. Hervé, l'homme qui avait siégé au banc des juges pendant des décennies, s'est adossé, ses yeux froids glissant sur nous comme s'il regardait un spectacle. Le juge est entré, un dossier à la main. J'ai observé chacun de ses mouvements. Il a lu la décision d'une voix plate et régulière. Le tribunal accorde le divorce de la plaignante, Chloé Dubois, et du défendeur, Julien Lefebvre. Une petite lueur a vacillé dans ma poitrine. Au moins, ma fille était libérée de ce mariage. Cauchemardesque. J'ai serré la main de Chloé et j'ai hoché la tête, lui disant de rester forte. Mais les mots suivants sont tombés comme des marteaux de glace. Cependant, le tribunal ne reconnaît pas les allégations d'abus émotionnels en raison de preuves admissibles insuffisantes. Concernant la division des biens, compte tenu de la contribution financière plus importante du défendeur pendant le mariage, la majorité des biens matrimoniaux sera attribuée à Julien Lefebvre. La salle est devenue silencieuse. Je suis restée figée, les mots non reconnus et attribués à Julien résonnant dans mes oreilles, noyant tous nos efforts. Chloé s'est effondrée sur sa chaise, les mains tremblantes sur son visage, ses sanglots silencieux me déchirant. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai bondi, la voix brisée. Ce n'est pas la justice. Laisser ma fille dehors dans la neige n'est pas une preuve? Ces insultes flagrantes ne sont pas admissibles. Le juge a frappé avec son marteau, aboyant « Madame Dubois, silence ou je vous fais expulser ». Je l'ai fixé, les larmes coulant, et je me suis forcée à m'asseoir. Mon cœur battait à tout rompre, ma poitrine se serrait. J'ai jeté un coup d'œil de l'autre côté de l'allée. Julien s'est adossé avec un sourire victorieux. Evelyne a pris une gorgée d'eau tranquillement. Amélie a souri, les yeux brillants de satisfaction. Hervé a fait un petit signe de tête, comme si tout s'était déroulé exactement comme prévu. À ce moment-là, j'ai vu l'injustice à l'état pur. Non pas parce que les preuves manquaient, mais parce que la balance avait été truquée. Lorsque le juge a mis fin à la séance, les gens sont sortis. Je suis restée assise, tenant Chloé qui tremblait. Des murmures ont parcouru la salle. Quelques regards compatissants, mais personne n'est venu nous voir. Julien est passé devant nous. Il s'est arrêté, s'est penché près de mon oreille et a chuchoté « Je vous avais dit que vous ne pouviez pas gagner. Maintenant, retournez dans votre petit appartement. » Son haleine sentait le vin et m'a donné la nausée. J'ai eu envie de le frapper comme je le pouvais autrefois sur le tatami, mais je savais que cela ne ferait que lui donner plus de munitions contre moi.
J'ai soutenu son regard et j'ai baissé la voix, la rendant glaciale. Ce combat n'est pas terminé, Julien. Tu paieras pour ça. Il a haussé les épaules et a souri, s'éloignant d'un pas arrogant. Evelyne et Amélie ont suivi, un nuage de parfum lourd et un ricanement qui coupait comme une lame. Chloé a levé les yeux, les larmes maculant son visage. Elle a suffoqué. « Maman, je ne peux plus faire ça. J'ai perdu. » Je l'ai attiré contre moi, lui tapotant le dos, murmurant « Non, tu n'as pas perdu. C'est un mauvais verdict, pas la fin. » Ses yeux étaient remplis de désespoir, mais pendant une seconde, j'ai vu une petite lueur, ce fragile fil d'espoir que je devais protéger. Dehors, Annecy était sinistre, la neige tombant plus fort. J'ai enroulé mon écharpe plus serrée autour du cou de Chloé, et je l'ai aidée à descendre les marches. À travers la foule, j'ai repéré Marc en uniforme qui nous regardait. Il a fait un petit signe de tête, le visage tendu mais résolu. Il avait tout vu. Nous nous sommes dirigés vers le parking, avançant péniblement dans le vent glacial. Chloé s'est appuyée sur moi, ses jambes comme de la pierre. Je lui ai passé un bras autour des épaules et j'ai fait un vœu silencieux. La décision d'aujourd'hui est peut-être une défaite, mais c'est l'étincelle qui me fera me relever plus forte. Les Lefebvre pensent qu'ils ont gagné, mais ils ne savent pas ceci. La mère de Chloé Dubois n'abandonnera jamais. Dans les jours qui ont suivi, notre petit appartement a semblé englouti par l'obscurité. Chloé restait assise près de la fenêtre pendant des heures, regardant la neige tomber et fondre, les yeux vides comme si demain n'avait rien à offrir. Je préparais le petit déjeuner et le dîner. Parfois, elle touchait la nourriture avec sa cuillère et la reposait. Je savais que ce verdict avait anéanti le peu de foi qui lui restait. Moi aussi, j'avais mal, mais ma douleur s'est transformée en une colère constante. J'ai cessé de dormir, je restais assise à la table de la cuisine nuit après nuit, feuilletant des dossiers, des factures, des notes manuscrites. Je revoyais le ricanement de Julien, le mépris d'Evelyne, le sourire satisfait d'Hervé. Ils pensaient avoir gagné, mais une fois que la vérité touche le cœur des gens, aucun pouvoir ne peut l'étouffer. Tout a commencé par une photo. Le jour du jugement, alors que Julien sortait en souriant, un journaliste local a pris une photo. Derrière lui, je serrais Chloé dans mes bras alors qu'elle pleurait. Il tenait la tête haute comme un vainqueur. Le journal l'a publié le lendemain matin avec un titre court et lourd, « Les Lefebvre, à qui appartient la justice ?» En 24 heures, la photo était partout. Les gens n'avaient pas besoin de détails juridiques. Ils voyaient le contraste. Une femme en larmes, brisée, et un homme fanfaron. Les commentaires ont afflué. Si c'est ça la justice, je ne fais plus confiance au système. Et une mère âgée protégeant sa fille pendant que l'agresseur sourit. Honteux. J'ai lu chaque ligne en silence, une chaleur montant dans ma poitrine, pas de la jubilation, juste le sentiment d'un millier de mains invisibles sur mes épaules me chuchotant « Vous n'êtes pas seul ». La télévision locale a réagi rapidement. Une jeune journaliste est venue à mon appartement, s'est assise en face de moi dans la petite cuisine, les yeux brillants. « Madame Dubois, êtes-vous prête à partager votre histoire ?» J'ai hésité, pensant à l'enveloppe de menaces. Puis j'ai pensé à Chloé et à ses larmes. Si je restais silencieuse, j'accepterais la cruauté des Lefebvre comme normale. J'ai hoché la tête. L'interview a été diffusée ce soir-là. J'ai raconté l'histoire de la veille de Noël, trouvant ma fille dans la neige pendant que sa belle famille trinquait près du feu. J'ai parlé de ses 4 fausses couches et des insultes froides. Sans enjoliver, la vérité était assez dure pour émouvoir les gens. À la fin, j'ai regardé droit dans la caméra, la voix tremblante mais ferme. Si la justice dans les tribunaux ne nous soutient pas, je crois que la justice dans le monde le fera. Je crois au cœur des mères, des pères, et de tous ceux qui ont connu la douleur de la perte. En quelques heures, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Des messages venaient de partout. Sympathie, encouragement, promesse de partager notre histoire pour que d'autres n'affrontent pas le même sort. J'ai regardé Chloé. Elle était assise tranquillement, les yeux encore gonflés, mais il y avait une petite étincelle dans son regard. Marc a appelé aussi, la voix calme. « Madame Dubois, ce que vous avez fait demande du courage. La pression publique les fera réfléchir à 2 fois. Je resterai près de vous s'ils tentent quelque chose de louche. » Je l'ai remercié, les yeux embués. J'avais dit à mes élèves pendant des années que la vraie force est la foi derrière le coup. Aujourd'hui, je l'ai enfin compris moi-même. Le lendemain, les médias régionaux ont repris l'histoire. Quelques chaînes nationales ont mentionné l'affaire Lefebvre. Hervé, autrefois symbole d'intégrité au sein de la magistrature, s'est soudain retrouvé sous un nuage de questions sur l'abus de pouvoir. Julien a été surnommé « le mari au cœur de pierre ».
Evelyne et Amélie sont devenues des exemples de cruauté dans des éditoriaux enflammés. Je savais que l'opinion publique pouvait changer, mais pour une fois, nous avions une voix. Ce soir-là, Chloé s'est assise à côté de moi, ses doigts pinçant l'ourlet de sa chemise. « Maman, est-ce que les gens nous croient vraiment ?» J'ai souri et lui ai caressé les cheveux. « Oui. Tu vois, la justice dans un tribunal peut être achetée, mais la justice dans le cœur des gens ne le peut pas. » Elle a laissé tomber sa tête sur mon épaule et a pleuré pour la première fois depuis des jours sans ce regard lourd et désespéré. Ses larmes n'étaient plus amères. Elles ressemblaient à une pluie qui lave les choses, ouvrant une voie de sortie. J'ai regardé par la fenêtre. La neige tombait toujours dehors, mais je pouvais sentir le printemps arriver lentement. Je savais que le combat était encore long, mais cette fois, nous n'étions plus seuls. Nous avions toute une communauté qui nous regardait, qui s'exprimait, et c'était un pouvoir que les Lefebvre n'avaient jamais anticipé. Dans les jours qui ont suivi la diffusion de l'histoire, notre petit appartement est devenu un refuge pour nous deux. La neige continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur, je sentais l'air changer. Chloé ne restait plus assise des heures à la fenêtre. Elle a commencé à lire les articles, à parcourir chaque commentaire de soutien. Parfois, je voyais ses lèvres bouger comme si elle voulait croire que le monde était vraiment de son côté. Un après-midi, alors que je préparais une soupe de poulet dans la cuisine, on a frappé. J'ai essuyé mes mains et j'ai ouvert la porte. Marc se tenait là, en civil, avec un grand sac en papier. Il a esquissé un petit sourire, chaleureux mais sérieux. Je me suis dit que vous auriez besoin de quelques petites choses. J'ai apporté des fruits et quelques livres de cuisine. J'ai été touchée et je l'ai fait entrer. Chloé était sur le canapé et a semblé surprise de le voir. Elle a baissé la tête et a dit doucement « Bonjour ». Marc s'est assis en face d'elle et a posé le sac sur la table. Il a sorti les articles un par un, expliquant simplement « Ces pommes ont beaucoup de vitamines, c'est bon pour vous. » Et les livres de cuisine. Je me souviens que Chloé a dit qu'elle aimait cuisiner. Son ton était calme, jamais insistant, mais j'ai vu Chloé rougir un peu. Je me suis éclipsée dans la cuisine et j'ai fait semblant de m'occuper, leur laissant de l'espace. Après un moment, j'ai entendu une conversation tranquille. Chloé a pris un livre, a feuilleté quelques pages, en clignant des yeux. Elle a dit « Je voulais essayer de faire une tarte aux pommes à la cannelle, mais personne n'en mangeait, alors j'ai abandonné. » Marc a souri gentiment. « Ce n'est pas grave. Si vous la faites, je serai votre premier goûteur. » J'ai eu la gorge serrée. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas vu une étincelle dans les yeux de Chloé, timide mais pleine d'espoir. Ce soir-là, après le départ de Marc, Chloé est restée assise un long moment puis a murmuré « Maman, pourquoi est-il encore gentil avec moi? Je n'ai plus rien. » J'ai posé une main sur son épaule et j'ai regardé dans ses yeux embués de larmes. « Tu es toujours toi, Chloé. Ta valeur ne réside pas dans ce que tu as perdu. C'est que tu as toujours un cœur aimant. Les bonnes personnes le voient. » Ses yeux se sont remplis de larmes et elle m'a serré dans ses bras comme un enfant qui aurait retrouvé la terre ferme. Dans les jours qui ont suivi, Marc est passé plus souvent. Parfois, il apportait des croissants chauds de la boulangerie du coin. Parfois, il venait juste pour un thé et pour prendre des nouvelles. Il n'a jamais insisté. Il s'asseyait et écoutait, partageant de petites histoires de sa patrouille. La neige était épaisse aujourd'hui. J'ai aidé une dame âgée qui a glissé, ou un petit garçon s'est perdu au supermarché. Il pleurait pour sa mère, je l'ai porté d'allée en allée. Ces histoires simples réchauffaient notre appartement, chassant la lourdeur. Un soir, Chloé s'est soudainement levée du canapé, est allée dans la cuisine et a sorti un sac de farine. Sa voix était faible mais assurée. « Maman, je veux essayer de refaire cette tarte aux pommes à la cannelle. » Je me suis retournée et j'ai vu ses mains trembler, mais ses yeux étaient déterminés. J'ai souri. « D'accord, je serai ton assistante. » Nous nous sommes mis au travail. La farine a poudré le comptoir. La cannelle a flotté dans l'air. Chloé a tâtonné plusieurs fois et a renversé du sucre, mais elle a continué, concentrée comme si elle voulait tout oublier. Quand la tarte est sortie, tout l'appartement s'est rempli d'une odeur douce et réconfortante. Chloé a posé le plat chaud sur la table, les yeux brillants de ce qu'elle avait créé. À ce moment précis, on a frappé à la porte. C'était Marc. J'ai souri et je l'ai fait entrer. Chloé a rougi et a glissé la tarte vers lui. « Pourriez-vous l'essayer ?» Marc a pris une bouchée et a hoché la tête. « C'est vraiment bon. Merci. » Le sourire timide de Chloé m'a presque fait pleurer. Je n'avais pas vu un tel sourire depuis longtemps. Un sourire non enfoui sous les larmes et la douleur. Ce soir-là, après le départ de Marc, Chloé s'est assise près de la fenêtre et a tracé un doigt sur la vitre embuée.
Elle a parlé doucement, presque pour elle-même, peut-être, que j'ai encore une chance de tout recommencer. Je lui ai passé un bras autour des épaules et j'ai murmuré, pas peut-être, Chloé. Tu le feras. Il y a toujours des mains tendues dans l'obscurité. Il suffit d'en prendre une. Elle s'est appuyée contre moi sans un mot de plus. Mais dans ses yeux, j'ai vu une lueur que je croyais disparue à jamais. La foi en la vie. Et j'ai compris que notre combat n'était pas terminé. Mais au moins, ma fille n'était plus seule dans le noir. Elle avait une main à tenir et une flamme pour éclairer son chemin. Dans les semaines qui ont suivi, le public ne s'est pas calmé. Sur les réseaux sociaux, le nom des Lefebvre était partout, enseveli sous de lourdes critiques. Les photos de Julien souriant narquoisement au tribunal ont été partagées sans relâche, devenant un symbole d'indifférence froide. Les journalistes ont creusé plus profondément, révélant les liens en coulisses qu'Hervé avait utilisés pour protéger la famille. Tout a déferlé comme une inondation, arrachant le masque brillant qu'ils avaient porté pendant des années. Je savais qu'il était temps de les affronter de front. Je ne pouvais pas simplement rester en retrait et laisser la communauté parler pour nous. Je devais moi-même pointer la vérité du doigt. J'ai demandé à Jacques et Marc de se rencontrer chez moi. Nous avons étalé les dossiers, les papiers, même la lettre de menace. Jacques a réfléchi longuement et a finalement dit « C'est le bon moment. La pression publique est forte. Si nous faisons appel avec ces preuves, ils ne pourront pas nous presser comme ils l'ont fait avant. » Marc a ajouté, la voix ferme. « Je témoignerai aussi. J'étais là la veille de Noël. J'ai entendu et vu ce qu'ils ont dit. Je ne les laisserai pas le nier. » J'ai regardé ces deux hommes et j'ai ressenti une vague d'émotion et de détermination. Cette fois, je n'entrais pas seule. Le jour de l'appel, Chloé et moi sommes entrés au palais de justice avec un esprit différent. Elle était encore faible, mais elle tenait la tête haute, les cheveux attachés en arrière, les yeux ne se cachant plus. Je lui ai serré la main et j'ai murmuré « Rappelle-toi, tu n'es pas seulement une victime. Tu es un témoin vivant, et tu as le droit de parler. » Dans la salle d'audience, les Lefebvre n'avaient plus l'air si sûrs d'eux. Julien était pâle, essayant de paraître calme, mais jetant des regards autour de lui. Évelyne portait un manteau élégant, mais sa main sur son sac à main tremblait. Amélie fixait le sol, effrayée de lever les yeux. Seul Hervé gardait cet air fier, mais j'ai vu de la sueur perler sur son front. Jacques a commencé en force avec les dossiers financiers et médicaux, ainsi que la lettre de menace. Puis Marc a pris la parole. Il a exposé toute la nuit, depuis le moment où j'ai soulevé Chloé du porche gelé jusqu'aux insultes qui résonnaient depuis la salle à manger. Il a parlé lentement et clairement, les yeux droits devant lui. La salle est devenue silencieuse. Chaque mot semblait se graver dans le silence. Quand ce fut le tour de Julien, il a essayé de nier, lançant « C'est un malentendu ». Chloé joue toujours la victime pour attirer la sympathie. Cette fois, personne n'y a cru. Des gens dans la galerie ont murmuré. Certains ont secoué la tête. Des flashs d'appareils photo ont crépité, capturant son visage tendu. Évelyne a essayé de se défendre, mais plus elle parlait, plus sa méchanceté transparaissait. Finalement, la nouvelle juge, une femme aux cheveux courts et aux yeux vifs, a parlé. Sa voix était nette, chaque mot tombant clairement. Le tribunal reconnaît la plaignante, Chloé Dubois, comme victime d'abus émotionnels prolongés. La famille Lefebvre a utilisé le pouvoir et le mépris pour humilier, isoler et causer un préjudice psychologique grave. J'ai retenu mon souffle et j'ai serré la main de Chloé. Elle s'est effondrée, mais c'était des larmes de libération, pas de désespoir. Quant à la division des biens, a poursuivi la juge, le tribunal rejette les arguments du défendeur. Une prestation compensatoire est accordée à la plaignante pour lui assurer une vie indépendante et stable. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera examinée dans la phase suivante. Des applaudissements ont éclaté dans la galerie. Le visage d'Hervé est devenu cendré, ses lèvres serrées. Julien s'est effondré sur sa chaise, les poings serrés. Évelyne s'est couvert le visage. Amélie a fixé le sol. Je me suis retournée et j'ai serré Chloé dans mes bras. Elle a sangloté sur mon épaule, murmurant entre deux sanglots. « Maman. Ils m'ont reconnue. Je ne fais plus semblant. » Je l'ai tenue. Les larmes tombaient dans ses cheveux, la joie et la douleur se mêlant. Après tout, cette simple reconnaissance était notre plus grande victoire. Nous sommes sortis sous un soleil d'hiver qui semblait étrangement brillant. Les journalistes nous ont assaillis avec des caméras et des micros. L'un d'eux a demandé « Madame Dubois, que diriez-vous aux personnes qui vivent ce que votre fille a vécu ?» J'ai levé la tête et j'ai parlé lentement. Ne restez pas silencieux. Le silence ne fait qu'alimenter les agresseurs. Parlez.
Adressez-vous à votre communauté. La justice peut être lente, mais quand suffisamment de gens voient la vérité, elle ne reste pas enfouie. Les applaudissements ont repris. Chloé se tenait à côté de moi, essuyant ses larmes, et cette fois, elle a souri. C'était un petit sourire, mais réel. Je savais que ce combat nous avait coûté cher. Mais les Lefebvre avaient enfin payé un prix. Et moi, une mère qui pensait n'avoir plus rien, j'ai trouvé une nouvelle force dans l'amour, dans la persévérance et dans la gentillesse des étrangers. Après la décision, notre petit appartement semblait plus lumineux, même si Annecy était encore sous la neige. Chloé ne se figeait plus à chaque coup frappé à la porte. Elle se réveillait plus tôt, allait à la cuisine, se versait une tasse de thé chaud. Elle avait toujours l'air fragile, mais la lumière dans ses yeux était revenue, quelque chose que je pensais ne plus jamais revoir. Un matin, elle s'est assise à table en faisant tourner une cuillère en argent, a hésité, puis m'a regardé. « Maman, je veux essayer de travailler à nouveau. Rien de grand, juste quelque chose de petit. » J'ai fait une pause, puis j'ai souri. « Si tu te sens prête, je suis avec toi. Le plus important est de retrouver ta confiance. » Ses yeux ont brillé de détermination. Je savais que ces simples mots étaient un grand pas. Le lendemain, Marc est passé avec une petite plante et l'a posée au milieu de la table de la cuisine. C'est une étoile de Noël, une fleur de Noël, mais je pense qu'elle est parfaite pour commencer une nouvelle saison. Chloé a souri doucement et a touché les feuilles rouges vives. J'ai regardé et j'ai ressenti une gratitude silencieuse. Dans nos jours les plus sombres, Marc est apparu, ni bruyant ni ostentatoire, offrant simplement une main stable. Cette main stable a ramené ma fille du bord du gouffre. Moi aussi, j'ai changé. De quelqu'un qui ne s'accrochait qu'à des dossiers et des factures, j'ai appris à respirer plus lentement, à me préparer une tasse de thé le matin au lieu de me précipiter au gymnase. J'ai compris que pour protéger Chloé, je n'avais pas seulement besoin de force de combat, mais aussi de douceur. Un après-midi, nous sommes allés ensemble sur la place centrale d'Annecy. C'était la fin de l'hiver, mais la lumière du soleil s'étendait, chaude et dorée. Les gens se rassemblaient en petits groupes. Des enfants couraient autour de la fontaine qui avait été arrêtée pour le froid. Chloé portait un pull épais, les cheveux bien attachés. Elle marchait lentement, mais chaque pas était plus assuré. Quelques personnes nous ont reconnus. Une femme d'âge mûr s'est approchée et a posé sa main sur celle de Chloé. « J'ai vu votre interview. Ma chérie, vous n'avez pas à avoir honte. Vous avez été plus forte que la plupart. » Chloé s'est figée une seconde, les yeux se remplissant de larmes. Elle a légèrement hoché la tête et a murmuré « Merci ». Quand la femme est partie, j'ai vu les épaules de Chloé trembler, non pas de peur cette fois, mais d'émotion. Ce soir-là, de retour à l'appartement, Chloé a posé sa main sur la vitre de la fenêtre et a regardé la neige. Elle a parlé doucement, à peine plus fort qu'un murmure, mais clairement. « Maman, je pense que je peux encore vivre une nouvelle vie. » Je lui ai passé un bras autour des épaules et j'ai posé mon menton sur ses cheveux. « Pas tu peux, Chloé. Tu vivras une nouvelle vie et tu la mérites. » Dans les jours qui ont suivi, Chloé a commencé à chercher un travail à temps partiel dans un petit café près de la place. Elle est rentrée à la maison et m'a dit que la propriétaire, une veuve, l'avait serrée dans ses bras lors de leur première rencontre et lui avait dit « Ici, on ne vend pas seulement du café, on vend aussi de la chaleur. » Mes yeux ont piqué en entendant cela. Peut-être que le monde ne nous avait pas complètement tourné le dos. Un soir, Chloé a ramené une brioche à la cannelle du café, l'a posée sur la table de la cuisine et a esquissé un sourire timide. « Je veux que tu goûtes ça. C'est la première chose que j'ai cuisinée à nouveau sans trembler. » J'ai cassé un morceau, et l'odeur a rempli notre petit appartement. J'ai mâché lentement, puis j'ai hoché la tête, les yeux brûlants. « C'est délicieux, ma chérie. Le meilleur que j'ai jamais mangé. » Elle a ri, le premier vrai sourire depuis des mois. À ce moment-là, j'ai su que nous étions sortis du passage le plus sombre. Quant à moi, même à mon âge, je me sentais renaître de l'intérieur. Je n'étais plus la mère qui s'effondrait dans une salle d'audience, pleurant sous un verdict injuste. J'étais une femme qui s'était levée, qui s'était battue et qui regardait sa fille retrouver lentement la lumière. Ce soir-là, avant de me coucher, j'ai ajouté une note dans mon vieux carnet. Aujourd'hui, Chloé a de nouveau souri. La renaissance n'arrive pas en un seul instant, mais par petits pas, dans chaque larme séchée, dans chaque nouveau sourire. Nous avons survécu. Et à partir d'ici, nous vivrons. J'ai fermé le carnet et j'ai expiré. La neige tombait toujours dehors, mais à l'intérieur de notre petit appartement, le printemps avait vraiment commencé. Ce jour-là, je me tenais dans la petite salle paroissiale près de la place d'Annecy. Sur scène, Chloé et quelques autres femmes se préparaient pour sa première réunion communautaire depuis l'appel.
Sous la lumière jaune et chaude, j'ai vu le sourire de mon enfant, non plus forcé, mais réel et plein, comme une jeune pousse qui avait survécu à un hiver brutal. Ses yeux s'illuminaient quand elle parlait, quand elle écoutait, quand une jeune femme partageait son propre passé. Je savais que Chloé était revenue à la vie, n'étant plus une silhouette perdue dans une nuit de neige. Assise dans le public, je me suis soudain souvenue de cette veille de Noël, le vent fouettant mon visage, la neige aveuglante, ma fille recroquevillée sur le porche d'un étranger, tandis que derrière la vitre, il y avait une lumière éblouissante, des rires bruyants et des verres de vin rouge qui tintaient. À ce moment-là, j'ai cru que j'avais tout perdu. Mais de ce désespoir, j'ai choisi de ne pas rester silencieuse. J'ai couru vers mon enfant, je l'ai enveloppé dans mes bras, et je ne l'ai jamais lâché depuis. Ce voyage m'a appris quelque chose de profond. La justice dans un tribunal peut être tordue, mais la justice du cœur humain ne le peut pas. Les gens peuvent falsifier des papiers, utiliser le pouvoir pour cacher la vérité, mais personne ne peut faire taire les voix honnêtes de ceux qui ont souffert et aimé. C'est l'empathie de la communauté, les milliers de commentaires et les yeux des étrangers qui nous ont sortis de l'obscurité. Je me suis surprise à me demander et à vous demander, à vous qui écoutez mon histoire, que feriez-vous? Resteriez-vous silencieux pour maintenir une fausse paix? Continuerez-vous à subir des dîners froids et des regards méprisants? Ou vous lèveriez-vous, tremblant, même seul, pour reprendre votre voix et votre dignité pour vous-même et la personne que vous aimez? Vous seul pouvez répondre à cela. Mais si vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je crois que vous êtes comme moi. Vous croyez que la vérité mérite d'être dite et que la gentillesse trouvera son chemin là où on en a besoin. J'ai de nouveau regardé Chloé et je l'ai vue sourire, applaudissant l'histoire d'une autre femme. La lumière dans ses yeux était la plus grande récompense pour le chemin que j'avais choisi. Je ne me voyais plus seulement comme une mère âgée luttant contre l'injustice. Je me sentais faire partie de quelque chose de plus grand, un courant de personnes qui osent s'exprimer, protéger, aimer, jusqu'au bout. Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous, qui êtes restés patiemment avec moi tout au long de cette longue histoire. Merci de m'avoir écouté, de m'avoir donné la chance de partager, et de laisser votre cœur toucher la douleur et l'espoir que Chloé et moi avons porté. Si cette histoire vous a ému, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour que je sache que nous ne sommes pas seuls. Aimez, abonnez-vous et regardez les prochaines vidéos. Votre compagnie et votre partage sont la force qui me permet de continuer à raconter ces histoires de maternité, de résilience et de la justice que nous devons parfois gagner de nos propres mains. Encore une fois, du fond du cœur, je vous suis reconnaissante. Que chacun de nous trouve sa propre lumière, tout comme Chloé a retrouvé la sienne dans le sourire d'aujourd'hui.